Professeur Armand Lequesomba, bonjour. Bonjour Richard. Tout à l'heure, lors de la séquence de votre présentation, vous avez omis, ou vous n'avez pas voulu signaler que vous êtes aussi le chef de département officiant de sociologie de l'Université de Yaoundé 1 et que vous dirigez un laboratoire très prospère en ce moment sur toutes les problématiques de sociologie. C'était une omission ou c'était volontaire? Bon, disons que chaque fois qu'on est amené à présenter sa biographie, peut-être parfois on insiste sur des choses qui sont fondamentales, essentielles. Naturellement, les nominations, c'est des choses, c'est des distinctions qui peuvent arriver et qui peuvent partir aussi à tout moment. Peut-être est-ce pour cette raison, mais je n'ai pas fait volontairement, j'ai juste oublié de le signaler. Effectivement, depuis juin ou juillet de l'an passé, j'ai été désigné par un arrêté ministériel comme chef de département de sociologie à l'Université de Yaoundé 1. Mais bien auparavant, je dirige un laboratoire qu'on appelle le CEREX, qui est un laboratoire d'obédience sociologique, mais à vocation interdisciplinaire. C'est le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines, et donc qui s'intéresse, disons, de manière transversale et de manière interdisciplinaire sur, disons, les processus sociaux qui ont un fort impact, n'est-ce pas, dans la transformation des sociétés contemporaines. Donc c'est un laboratoire qui n'accueille pas simplement des sociologues, mais qui accueille d'abord des sociologues, mais qui accueille bien entendu plein d'autres chercheurs, que ce soit des chercheurs d'ici. Nous avons déjà accueilli des chercheurs d'Afrique de l'Ouest, des chercheurs qui nous viennent de l'Europe, par exemple. Nous sommes en train d'attendre une docteur en anthropologie qui doit venir faire un stage postdoctoral à partir d'octobre 2021 pendant 2 ans sur les peuples Grassfield et un peu l'architecture, etc., etc. Donc, nous essayons de contribuer un peu à aller au fond de la vocation de l'université, c'est-à-dire c'est pas simplement un espace de transmission et de partage des connaissances stabilisées, mais c'est aussi, disons, au-delà de cette unité pédagogique, c'est aussi des espaces de production et d'animation scientifique. Justement, c'est sur la problématique des sociétés contemporaines, ces questions fondamentales qui vous intéressent, que nous allons essayer de construire notre échange. Le prétexte choisi, c'est la publication de votre livre en 2018 avec le professeur Jean Zia Ngono sur le titre « Vivre en ville aujourd'hui, métropolisation et changements sociaux au Cameroun ». La première question qui me vient à l'esprit, peut-être en forme de boutade, mais qui forcément vous intéresse, qu'est-ce que la ville? Alors, disons que la ville se définit par un certain nombre de facteurs. Il y a bien sûr un facteur démographique, il y a un facteur administratif, et l'on sait que très souvent, c'est le facteur administratif qui a tendance à primer, qui donne forme, qui donne force, et qui finit par générer les autres processus. Donc la ville, disons, révèle, disons, une idée d'une forme sociale de vie extrêmement moderne qui se construit dans, disons, un développement incroyable, disons, des rapports sociaux qui ne se fondent plus sur les liens traditionnels et affectifs, disons, du monde rural où tout le monde se connaît. En ville, presque les gens ne se connaissent pas, pourtant ils sont ensemble, ils sont très nombreux. Il y a un certain nombre, disons, d'infrastructures, que ce soit de transport, que ce soit de circulation. Donc la ville, c'est en quelque sorte la modernité de la manière, disons, de réguler les rapports sociaux à l'intérieur d'un espace. Et maintenant, un ensemble d'autres facteurs interviennent. Vous savez qu'il suffit qu'on crée une université. Je suis là dans une perspective qui est précisément locale. Si on crée une université, je veux dire à soi, la démographie importante qui va converger là-bas va générer d'autres types, disons, de flux
ça va générer, disons, un nombre d'emplois un peu plus élevé. C'est toute une économie qui va se réveiller ou se révéler. Et transformation donc, voilà, donc, structurelle et infrastructurelle aussi. Effectivement. Donc, la ville est toujours un processus de transformation permanent, disons, des modes de vie du fait d'une série de facteurs au rang desquels il y a bien sûr la détermination administrative. On décide de faire de Yaoundé la capitale. Ça fait converger vers Yaoundé toute une série d'administrations, toute une série, disons, d'infrastructures. Et ces infrastructures finissent par aspirer les différentes énergies. Alors ça crée, disons, un modèle de relations sociales et de construction de l'espace qui va être en quelque sorte caractérisé par la ville. Cette définition que vous donnez a des relents en termes de mode de vie qui m'inspire la question suivante, qui est en lien avec la question des identités qui vous intéresse aussi. Est-ce qu'il y a une ville africaine? Est-ce qu'il y a une conception, on peut dire, classique, générale, holistique de la ville et une conception qui peut être davantage située? Est-ce que la ville africaine, la ville camerounaise est la ville américaine? Oui et non. Alors ma réponse, notamment dans le cadre de ce livre, ça va être une réponse dialectique, en observant qu'effectivement, d'abord aujourd'hui, le monde se métropolise. On se rend compte que les statistiques disponibles indiquent que plus de la moitié de l'humanité aujourd'hui vit dans les grands espaces urbains. D'ailleurs, il se dit que toute l'humanité peut rentrer dans le Texas, chacun avec une petite maison de ceci. Donc, on se rend bien compte que ce qui tend à se mondialiser aujourd'hui, c'est la ville. Or, la ville, ce n'est pas simplement son architecture et sa forme. C'est surtout, comme tu le signales si bien, un mode de vie. Un mode de vie particulier, disons avec ses propres déterminants. Et lorsqu'on introduit la problématique et la perspective du mode de vie, évidemment, on rentre dans la perspective dialectique de dire que la ville américaine n'est pas la ville camerounaise, n'est pas la ville béninoise. Pour la simple raison que les modes de vie, disons qu'ils sont inspirés par la culture, par les manières de faire, de penser des gens, vont les suivre partout. Nous traînons partout où nous allons notre anthropologie. Et donc même si très souvent une certaine architecture, une certaine forme va essayer de mimer la manière dont la ville se mondialise partout, il y a toujours que dans ces modes de vie, il y a quelque part des différences. Je signale les ambiguïtés qui s'observent notamment dans la manière dont se construit de manière contrastée nos villes ici, avec le phénomène que Jean-Marc a appelé le phénomène de rurbanisation. Le phénomène de rurbanisation, c'est un peu cette sorte de mélange ambigu entre le fait rural et le fait urbain. C'est-à-dire que des gens veulent vivre en ville, mais en portant avec eux, disons, les mêmes modes de vie qu'ils appliquaient. Ils veulent élever toujours quelques animaux domestiques, ils veulent toujours faire un petit champ à côté. Ensuite, vous avez les problématiques relatives à l'étalage. Si vous étudiez la plupart de nos villes, excepté certaines, n'est-ce pas, en Afrique, vous allez vous rendre compte que l'architecture dominante, ce n'est pas une architecture verticale, c'est une architecture horizontale. Ça aussi, ça rend compte, bien sûr, des dynamiques démographiques, mais aussi de la manière dont les gens perçoivent la manière dont on doit habiter chez soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de gens, enfin, nous sommes encore très peu dans l'idée qu'on va aller louer des maisons au sommet des... Et donc, du coup, même nos architectes, même ceux qui travaillent sur les politiques publiques de nos villes sont bien obligés très souvent de tenir compte de ces respirations qui sont déterminées culturellement. Donc, il y a bien sûr une partie de la ville camerounaise ou de la ville africaine qui mime les autres villes du monde, mais il y a toujours cette part, j'allais dire entre guillemets, indigène qui reste dans la construction de nos villes. Mais est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de confrontation entre des identités? Parce que le phénomène que vous relevez me fait penser à toutes les problématiques des batailles politiques entre la droite et la gauche française, avec le phénomène de communautarisation qui est très critiqué en Europe,
en Occident aujourd'hui, en l'occurrence en France, par les tenants de la droite, qui condamnent justement cette logique de construction des socles ou de groupes identitaires à l'intérieur de la grande famille de la République. Est-ce qu'il n'y a pas là comme une sorte de revanche des identités sur cette logique, dans cette circulation-là, une revanche des identités dans cette logique de métropolisation? Oui, effectivement, la métropolisation est intimement liée au processus de cosmopolitisation. Et l'idée de la cosmopolitisation, c'est en fait l'idée centrale du mélange. C'est le mélange des identités, c'est l'abolition un peu des appartenances primordialistes, c'est vraiment l'impersonnalisation, disons, quasi absolue. C'est ça, en fait, l'identité dominante de la ville telle qu'elle s'est construite, notamment dans les références que vous évoquez. Sauf que les trajectoires de construction à partir de la manière dont on lit les modes d'habitation, la manière dont on perçoit la cartographie des installations, notamment dans la distribution ethno-communautaire de nos sociétés, on ne parlerait pas de revanche, puisque en fait nous sommes dans la continuité d'une forme de vie. Vous avez l'Incolétone, c'est-à-dire la colline des Étones, c'est parce que bien sûr autour de cet endroit, c'est là où vous avez, quand vous venez du côté des Mana, vous sentez bien qu'il est très difficile de retrouver un certain type de personnes originaires d'un certain... Quand vous arrivez à Obili, vous trouvez de manière dominante des populations, disons, d'origine dite anglophone, etc. Vous trouvez des quartiers d'Iaoussa, vous trouvez des quartiers d'Ibami, etc. Donc, on sent bien que la manière dont nos villes se sont construites, en tout cas récemment, depuis la période coloniale et post-coloniale immédiate, ont épousé en fait les tendances profondes des sociétés où des gens, bien sûr, arrivent en ville, mais affrontent l'impersonnalisation des rapports sociaux en essayant de reconstituer, disons, des anciennes formes de socialité qui leur sont intimement proches. Professeur, il y a comme, lorsqu'on regarde l'évolution des villes africaines, quand vous êtes en plein cœur de Durban, ou en plein cœur de Johannesburg, en plein cœur de Yaoundé, vous avez l'impression qu'il y a des formes totalement différentes qui cohabitent dans le même écosystème. Et certains estiment que quand on regarde l'évolution des villes africaines, nous sommes davantage en train de mimer une autre conception de l'urbanité, une autre conception de l'urbanisme de la ville qui est différente de notre propre perception de la ville. Est-ce qu'il y a une ville dans notre imaginaire qui serait une ville africaine? Ceux qui disent par exemple qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre en ville en termes de boutade. Est-ce que vous trouvez un tel raisonnement pertinent? Bon, d'abord qu'il faut dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement complexe dans toutes ces problématisations. Si vous prenez, disons, l'Afrique centrale, je mets de côté l'Afrique de l'Ouest avec sa tradition des grandes villes, Tombouctou, etc. Je parle vraiment de la manière dont les sociétés africaines se sont construites récemment, c'est-à-dire dans la dernière phase de leur rencontre récente avec l'Occident colonial. Les réalités que nous appelons aujourd'hui des villes, que ce soit des capitales, que ce soit des grandes agglomérations qu'on considère comme des capitales économiques, en fait, n'existaient pas. C'est-à-dire que lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, au milieu du XIXe siècle, dans un contexte d'industrialisation, les explorateurs arrivent et que le colonialisme se développe, ils arrivent par les côtes. Et donc, les côtes sont des lieux de transactions commerciales. Et donc, les premières villes historiques, je veux dire dans la version récente des sociétés africaines, ce sont des villes marchés. C'est-à-dire que vous prenez Douala, vous prenez Abidjan, vous prenez... Bref, toutes ces grandes capitales qui sont devenues parfois des capitales de ces pays colonisés par les autres. C'est parce que, disons, les colons arrivaient avec le concept, pas simplement d'une domination politique, mais surtout d'une pension économique. Et donc, c'est au niveau de la côte que se faisaient les plus grandes transactions. Et au niveau des côtes, effectivement, on voyait converger
disons, des personnes qui venaient de toutes parts. Et ces personnes qui venaient de toutes parts faisaient bien sûr émerger une forme de ségrégation qui était tout à fait à la fois raciale et sociale, qui s'observait. Mais cette sorte de ségrégation raciale et sociale, dont a rendu d'ailleurs compte de manière tout à fait romancée notre compatriote de regrettée mémoire, Mongo Betty, à travers Tanga Nord et Tanga Sud. C'est-à-dire que vous avez dans un même espace géographique deux réalités qui sont en fait tout à fait opposées, mais en fait qui s'interpénètrent. C'est-à-dire que le Tanga des riches ou des blancs, etc., est toujours visité, mais de manière ponctuelle, par la panoplie de ceux qui n'ont rien à faire, qui vont nettoyer, qui sont des beaux, etc. Et du coup, cette sorte de réalité intime qui est à la base de l'émergence des villes qui émergent du fait de la pénétration coloniale, n'est-ce pas, va donc constituer en fait l'ADN de la construction de la ville. De sorte que les élites qui vont hériter du pouvoir d'État après les colons ne vont pas radicalement modifier cet état des choses. Et donc vous aurez à peu près dans la ville, en tout cas, deux réalités simultanées qui s'interpénètrent, mais qui en fait tantôt sont tirées ou attirées par, disons, une forme d'urbanité qui mime effectivement le modèle d'urbanité dominant, occidental, et qui sont en même temps aussi aspirées par, disons, ces formes tout à fait locales de vivre ensemble dans un espace qui est tout à fait, en fait, nouveau. Est-ce que pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu ne serait pas celui de se donner sa propre conception de la ville? Est-ce que les revendications que nous portons d'une décolonisation, d'un affranchissement des sociétés africaines par rapport au modèle dominant de développement, est-ce que ces revendications d'un développement qui porterait sa propre identité ne va pas aussi jusqu'à la réflexion d'une construction africaine de la ville? Bon, alors c'est des débats vieux, mais d'abord je voudrais, mais peut-être qu'on y reviendra un jour dans le cadre d'une autre discussion. Depuis quelque temps, je me méfie beaucoup du concept de développement. C'est un mot valise qui passe désormais partout et on finit, et qui est même intégré dans les systèmes académiques de formation. On parle de sociologie du développement, philosophie du développement, économie du développement, en oubliant quelque chose d'extrêmement important, c'est que c'est un héritage idéologique de l'évolutionnisme. Bon, je sais pas ce que c'est le développement, mais je suis d'accord que s'il s'agit de penser la transformation qualitative de notre vécu, de notre rapport à l'espace, en faisant émerger, disons, des réalités urbaines qui correspondent à nos anthropologies, c'est tout à fait louable, mais en étant toujours attentif à l'idée qu'en la matière, il faut renoncer à toute forme d'essentialisme. De plus en plus, nous vivons dans des sociétés extrêmement ouvertes, où les gens se mélangent, où des gens viennent de partout. Je crois qu'il faut penser ça sans se dire qu'il y aurait en tant que tel un modèle absolument authentique. Les problématiques de l'authenticité doivent être prises avec prudence. Ce qu'il s'agit d'inventer, effectivement, à partir de l'ingénierie, de l'intelligence de nos architectes, de nos urbanistes, c'est de voir comment faire émerger en tout cas des réalités qui ne sont pas nécessairement des réalités qui nous dépersonnalisent complètement, qui font la promotion de l'abolition de toute forme, disons, de référence, soit à la parentalité, soit à ceci. Bon, bien sûr, quand vous devez enterrer quelqu'un, quand vous avez perdu quelqu'un, des gens viennent toujours vous visiter, etc. On sent bien que parce que l'Afrique résiste, puisqu'il y a encore un peu d'espace au moins, cette architecture qui se construit extrêmement dans la verticalité, on sent bien que ça fait perdre. Et beaucoup de riches aujourd'hui tentent de revenir à ces problématiques de l'architecture horizontale. Et donc, il y a nécessité, bien sûr, de renoncer à suivre, disons, des modèles dominants. C'est un défi à notre inventivité,
Mais il ne s'agit pas de faire absolument l'apologie de quelque chose qui soit d'une authenticité. J'ai du mal à voir un peu ce que ça donnera en tout cas. Professeur, quels sont les facteurs donc finalement de transformation de la ville? Je crois que vous analysez les transformations, les phénomènes de circulation, ce que vous appelez la sociologie de la circulation. Quels sont les facteurs, qu'ils soient internes ou externes, de transformation de nos sociétés aujourd'hui? Alors, si on partait à partir du prisme, ne serait-ce que de la ville doit être envisagée à partir de deux perspectives. La perspective, j'allais dire, de la stabilité et celle de la mobilité. La stabilité, les manières de l'habiter, la manière de l'aménager, la manière de faire, mettre à la disposition des gens l'ensemble des infrastructures et de loisirs, etc. Ensuite, il y a la perspective de la mobilité. Comment on fait pour que les gens circulent, ils circulent avec quoi, etc. Et aujourd'hui, on sent très bien que là-dessus, nous avons un grand problème. Dans la première perspective de mobilité, ce qu'on observe, notamment depuis près de 30 ans, c'est que plus que par le passé, alors qu'on posait la problématique de la ruée vers les villes, c'était encore une peu, mais de plus en plus aujourd'hui, disons, les zones rurales sont aspirées par les villes, en dépit d'un discours sur le retour à la terre, etc. Donc, nous vivons de plus en plus, et nous allons poursuivre ce phénomène, c'est-à-dire d'expériences de grande promiscuité dans les villes. Donc, ça, c'est un facteur important, le facteur démographique, le nombre de personnes qui sont de plus en plus sollicitées par les villes, puisque les villes sont le moteur, en fait, des transformations sociales partout dans l'histoire. Depuis l'Égypte antique, en passant par la Grèce antique, ce sont les villes qui ont été les grands moteurs de transformation des sociétés. Donc il faut être très attentif à ce qui se passe dans les villes. Les plus grandes révolutions politiques, culturelles, économiques se sont opérées dans les villes. Et ces révolutions s'opèrent à partir de ces facteurs. Le facteur démographique occupe un rôle très important. Lorsque vous étudiez la structure démographique de nos sociétés, vous voyez très bien que ce sont des sociétés de plus en plus jeunes. Les jeunes veulent vivre en ville. Et vivant en ville, il y a une plus grande demande de formation. Et les villes sont par définition ouvertes. Ce qui veut dire que les gens étant là, leur horizon d'attente est davantage plus développé. Et ils sont beaucoup plus exigeants encore. Et cette exigence fait que si les politiques publiques ne suivent pas en termes de réponse à ces horizons d'attente, c'est là où les explosions sociales interviennent de plus en plus. Donc, de plus en plus, disons que les frustrations que les jeunes, notamment en termes de chômage, en termes d'absence de lisibilité, notamment dans les processus de participation politique, l'absence d'aménagement des espaces culturels, d'expression de leurs talents, finit par constituer un carburant qui alimente des explosions. Et donc, aujourd'hui, la plus grande attention doit être portée sur les villes et sur les jeunes générations qui émergent. Et si vous prenez aujourd'hui le facteur de la numérisation qui a encore contribué à rendre davantage disponible, disons, notre capacité d'ubiquité à être ici et partout à la fois, je crois que c'est des déterminants importants. Professeur, nous allons terminer par cette question en lien avec la question de la sécurité dans un sens, d'une perspective vraiment très large, que ce soit la sécurité dans le sens de sécurité publique, la sécurité en termes de sûreté, de confort de vie, en faisant un lien à la confrontation ou à l'opposition entre villes et campagnes, cette opposition traditionnelle, traitée par Jean-Marc Ella, par Achille Mbembe, par Mongo Betty. Comment est-ce que vous analysez cette confrontation dans le contexte africain, dans l'évolution de nos sociétés, et quel impact cela peut avoir sur la construction future de nos villes, cette opposition ville-campagne? Alors, pour bien rentrer dans cette opposition, je dois vous citer un texte de Jean-Marc Ella. Jean-Marc Ella a publié l'un de ses plus anciens textes en 1971. Fanon aussi s'est intéressé, France Fanon, à la question. D'ailleurs, en faisant le lien, je dois vous confier que Jean-Marc Ella est très fanonien. Il n'est même pas exclu que Achille Mbembe ait retravaillé Fanon à partir
de la lecture qu'en a fait Jean-Marc Hélan. Et donc Jean-Marc Hélan, en 1971, publie un petit livre que j'invite toujours les gens à lire. Alors que le livre traitait, c'est une réflexion sur l'enseignement supérieur et sa contribution au développement des sociétés africaines, il était banalement intitulé « La plume et la pioche ». Et dans La plume et la pioche, lui qui avait séjourné dans les villages de l'extrême nord Cameroun, dans les montagnes Tokombéré, il disait, mais nous avons hérité de de ce principe et de cette forme de ségrégation coloniale. La ville appartient aux riches, le village appartient aux pauvres. La plume, en fait, c'est le symbole de ceux qui écrivent, qui sont assis dans des bureaux climatisés en ville. La pioche, c'est ceux qui travaillent la terre, qui dialoguent avec la terre, qui transpirent de la terre. Ce sont les paysans qui produisent en masse. Ils produisent, et ceux qui ont la plume se nourrissent de ce que... Pourtant, c'est ceux qui sont en ville, c'est-à-dire ceux qui ont la plume, qui ont tous les privilèges, qui ont l'électricité, de manière théorique bien sûr, qui ont l'électricité, qui ont les infrastructures de loisirs, et cela est tellement criard, au point aujourd'hui, le paradoxe est le suivant. Un jeune homme sort de l'école normale supérieure. Il négocie après être formé pendant 2 ans pour être affecté dans une zone urbaine qui n'est pas très éloignée. Pourquoi? Parce qu'on a sévré le village, la campagne, de tout. C'est une forme de ségrégation. En fait, pour moi, ce sont là les nouveaux, les grands lieux de construction durable et de perpétuation des inégalités. C'est-à-dire les villages, les zones rurales qui sont sevrées de tout, pas de centre de santé, pas d'espace de loisirs, etc. Ça fait que aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle d'équilibre régional, je dis, mais faisons attention. Un enfant qui a fréquenté au lycée de Garoua, au lycée de Bafoussam et au lycée de Claire, ils ont le même niveau, ils ont les mêmes, etc. Préférentiel. Mais un enfant qui a fait son école dans un village perdu ou de l'Est, ou de l'extrême ouest, ou de l'extrême nord-ouest, ou même de l'extrême extrême nord, à qui on dit, devinez que l'ordinateur est ceci, il ne l'a jamais vu. C'est lui, en fait, qu'on doit travailler à faire en sorte qu'il rentre dans les... Donc, quelque part, il nous faut... Et nous, au département de sociologie, je suis en train d'organiser un colloque en octobre 2021, précisément en hommage à Jean-Marc Hélan sur ce que j'appelle la question sociale. La question sociale qui a été à l'origine de la formalisation du discours sociologique à la fin du 19e siècle, se pose à nos sociétés sous ces formes-là. Quels sont les nouveaux lieux d'émergence des inégalités? Comment ces inégalités se perpétuent? Comment est-ce qu'il faut les penser? Comment est-ce qu'il faut les adresser? Et donc, à l'occasion de ce colloque, on aura l'occasion de revenir sur l'essentiel de ces problématiques. Parce que précisément aujourd'hui, derrière ce qui semble par paresse être la question identitaire, alors que derrière la question identitaire, la question la plus inquiétante, c'est la question des fractures sociales, qui sont des fractures sociales transethniques, mais par paresse, comme on est incapable de mobiliser les gens, on se cache donc derrière le référent affinitaire pour mobiliser les anglophones ici, les nordistes là-bas, les bétis là-bas, les écans là-bas, etc. Et on finit par transformer notre environnement communautaire comme si nous étions dans une situation de guerre des ennemis, alors que la véritable guerre, c'est la guerre contre les inégalités qui ne sont qu'en train de se creuser entre les différentes couches de la population. Merci infiniment, professeur, pour cet échange combien vif et intense. J'invite tous nos téléspectateurs à se procurer cet ouvrage extrêmement important, publié à Connaissance et Savoir en 2018. Il est disponible d'ailleurs sur Internet. Co-dirigé par les professeurs Jean Zié Ngono et Armand Le Kaesomba. Vivre en ville aujourd'hui, métropolisation et changements sociaux au Cameroun. Professeur, votre mot de fin. Bon, je serai très heureux de revenir ici, partager avec vous. Je salue cette initiative qui rentre, pour ma part, dans ce que j'ai toujours considéré comme l'une des solutions pour qu'on
construisent les bases de notre autodétermination. Et pour construire les bases de notre autodétermination, je n'appelle pas ça indépendance, j'appelle pas ça... C'est les bases de notre autodétermination. Pour mieux la construire dans la durée, nous devons investir dans ce que j'ai appelé les armes d'éducation massive. Et je crois que ces expériences de partage, en utilisant tous les instruments disponibles, peuvent participer, disons, à former une masse critique de personnes et peuvent aider à ce que moi j'appelle l'enrichissement de la culture appauvrie. On a peur, n'est-ce pas, de l'Iran, parce que l'Iran menace d'enrichir son uranium appauvri. Et je fais souvent un parallèle en disant, nous sommes dans des situations de culture appauvrie. Si on enrichit nos cultures appauvries, nous sommes en mesure de sécréter les véritables bombes qui sont en mesure de provoquer les grandes secousses sociales, en mesure de transformer de manière souhaitable nos sociétés. Donc je vous encourage et je serai toujours là pour participer à cette aventure. Le rendez-vous est donc pris. Merci infiniment. Africa TV vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement.